Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Austin Powers de Jay Roach. On espère que ça vous a plu. Alors ce soir, j'ai réuni les meilleurs espions de la Paramount autour de cette table en vue de créer une équipe de choc. L'agence Tout Film. Alors, bonsoir Greg. Bonsoir Julie. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Et bonsoir Michael. Toujours bloqué en 1967. Ouais, on est bien, il fait bon. T'as vu, Julie, j'ai ouvert un peu ma chemise. Très bien. C'est toujours bien de laisser le poil apparent, Michael. Ça va pas que le ça plaît chaland. aux gonzesses, C'est ça, parfait. merde. Alors Antoine, le plus vilain de tous les vilains, n'est malheureusement pas avec nous, mais je crois qu'il avait quand même quelque chose à nous dire. Vous allez goûter à mon bassin de piranha, monsieur Bond. Ah, salut. Bon, les amis, je peux pas venir cette semaine, je suis bloqué sur mon île secrète. Le film, c'est Austin Powers. Alors, bon, Julie, t'adores les années 70, t'adores le sexe, t'adores les références sexuelles par ailleurs. Je pense que t'es la personne la plus apte à présenter. Bon, je vous laisse, j'ai un espion à tuer. Ah, merci Antoine, hein. On peut compter sur toi pour les choses importantes, hein, vraiment. Surtout en retransmission télévisuelle, c'est toujours un plaisir. Alors, il est temps d'en apprendre un peu plus sur Austin Powers, mais Greg, c'était ton choix, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était mon choix, je m'attendais à ça, je m'attendais à que Austin Powers ressemble à du Austin Powers. Je trouve que ça n'a pas tant vieilli que ça finalement, notamment les parties années 60 qui sont en plus très idéalisées parce que tout est propre. Je suis sûr que si on va dans les années 60, c'est pas aussi propre que ça, là tout est nickel. Parce qu'elles sont tournées en studio, oui, Major. elles sont tournées en studio, oui. Non, ce qui est un peu vieilli par exemple, c'est le côté 90. Par exemple, le fils du docteur d'enfer, il pue les années 90 et ça, c'est un petit peu vieilli. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre. Film qui est joué par Seth Green qui jouait dans Buffy contre les vampires. C'est vraiment les années 90. Non, mais c'est pas un chef-d'œuvre, Austin Powers, mais je sais pas, ça se regarde. Finalement, c'est peut-être un classique. Hein. Ouh là là, très bien, très bien, très bien. Je mettrais pas 5. Ok. Mais regarde pas comme ça, Julie. Ouais. Peut-être une scène marquante pour toi, Sarah. Oui, alors je vais même m'en permettre d'en dire deux, je sais, Oh c'est là mal, là. on n'a pas le droit. Bah, ça, c'est la fête. Mais j'arrive pas à choisir, voilà. Il y a pléthore. Il y a bien sûr la scène d'intro de la parade dans Londres avec la musique, avec Austin Powers qui se présente, qui est génial. Et franchement, quand tu vois ça, ça met trop de bonne humeur. T'es content de regarder ce film. Générique dansé. Générique dansé, musique de Quincy Jones. Bah oui, magnifique. Qui deviendra un rendez-vous, hein, les génériques dansés pour les volets suivants. Exactement. Spoiler alert, il y en aura d'autres. Et je voulais noter mon petit fou rire du film, c'est quand le docteur d'enfer danse la Macarena. Ah. Et vraiment, je n'arrivais plus à m'arrêter de rire. Très bien. Parfait. C'est que c'est pas si mal, hein, ce film. C'est pas si mal. Je crois que Michael a eu un fou rire pendant le film aussi. Est-ce que tu veux nous en parler? Non. Très bien, Michael, merci beaucoup. Non. Ça t'a pas rendu aimable, hein, les années 60. Hein. Non, moi, il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire, ouais, c'est quand il essaye de faire le demi-tour avec la voiturette. Ça me rappelle moi quand j'essaye de sortir la Volvo du parking. C'est pareil. J'avoue que c'est une scène qui m'a beaucoup fait rire aussi. Moi j'en ai Greg. aussi des scènes. C'est difficile vas-y. parce que j'hésite entre la finesse du gag des toilettes et le running gag de la pompe à vide. Je sais pas ce qui me plaît le plus. Et c'est vrai que tout est dans la finesse avec Austin Powers. Toutes ces blagues auraient pu être écrites par Michael. Et d'ailleurs, elles ont été écrites par Michael, en fait. Michael, Greg, tu parlais du générique avec la musique de Quincy Jones. Musique honteusement pompée à Nino Ferrer, un vrai artiste. Ça ressemble. Ah oui. Et Ah oui. ouais. Ça Et ressemble. moi aussi, figurez-vous que j'ai choisi une scène. Ah bah oui. Vas-y. J'ai choisi la scène où le docteur d'enfer empêche son fils de parler, où il le chut. Ah oui. Ouais, elle est bien. Et je me suis demandé si j'allais pas faire ça avec vous ce soir. On est Vous gentil. avez la parole. On est gentil. Voilà. Non, j'aime beaucoup cette scène. En plus, elle est improvisée, donc je trouve que c'est encore un plus bel accident. Et on la retrouvera dans les volets suivants aussi, avec un zip là que j'adore et que je ressortirai pendant cette émission, particulièrement à Michael qui a l'air de nous donner un peu de fil à retordre Oui, mauvais garçon. pour ce moment. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Austin Powers? Peut-être déjà sur Mike Myers, parce qu'il n'y a pas d'Austin Powers sans Mike Myers. Non, c'est ça en fait, c'est Mike Myers. Bon, alors on va faire une petite historique de Mike Myers. Allons-y. Comme Roy Ackroyd, il était dans le Saturday Night Live. Et il a inventé le personnage de Wayne, et c'est pour ça qu'après, dans les années 90, 92, 93, il va faire Wayne's World 1 et 2, qui vont être des sacrés succès. Excellent. Méga tough, excellent. Puis il y a la scène du début culte, non, où il chante sur Bohemian Rhapsody Ouais, dans la c'est voiture, etc. C'est des films qui sont souvent portés sur la musique. C'est pour ça qu'aussi dans Austin Powers, la musique est aussi omniprésente.
la musique des années 60. Voilà. En 97, il se dit bah tiens, je vais faire un film, je vais l'écrire, je vais le jouer et je vais jouer tout le monde dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il se fait un film pour lui. Et donc c'est en 97, de 97 à 2002, il va faire 3 Austin Powers. Voilà, c'est quand même pas mal. Mais c'est de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de thunes, moi, je trouve. Ouais. Non, mais c'est toujours agréable. Et je trouve que vraiment, Goldmember, c'est un bijou de comédie. Je pense, c'est un truc qui me fait le plus rire sur Terre. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que Austin Powers, j'ai l'impression que c'était vraiment internationalisé, c'est-à-dire que c'est un film culte, y compris en France. Et j'ai l'impression que c'est moins le cas pour Wayne's World, ou alors peut-être que c'est parce que j'étais un tout petit peu trop jeune, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins connu en France. Je pense qu'il se repose moins sur une licence qui est mondialement connue. Pour le coup, là, on va en parler un petit peu plus tard, mais la force de Austin Powers, c'est que c'est sa parodie, une référence que tout le monde a en tête, contrairement à Wayne's World, pour le coup, qui est un peu plus niche. Michael. Ouais, juste un petit point chiffre, parce que moi j'aime bien les chiffres et le pognon, tu vois. Le premier n'a pas très bien marché, en fait, contrairement aux autres. Je reviens sur ce que tu dis, parce que c'est un budget de 17 millions de dollars pour 67 millions de dollars, donc c'est quand même pas mal. Oui, tout à fait. Comparé aux autres, tu veux dire? Oui, comparé aux autres, il fait 12 millions d'entrées aux États-Unis. Le premier, 260 000 en France. Le deuxième, qui va sortir 2 ans plus tard, fera 40 millions aux États-Unis et 6 millions en France. Je parle d'entrée. Je pense qu'il y a 1 ou 2 millions sur le dernier qui doivent mettre dû, parce que je l'ai vu beaucoup de fois, donc c'est peut-être un peu de ma faute. Et c'est vrai que, mine de rien, dans Austin Powers, l'histoire, elle n'a pas vraiment d'importance. Je reviens sur Mike Myers, qui est vraiment central. On l'a dit, il a écrit, il joue 2 personnages. L'histoire, c'est juste pour que lui se mette en avant et qu'il fasse des sketchs, en fait, quoi. C'est un peu, la parodie, c'est un peu un film de sketch, quoi. T'es pas d'accord avec ça, Julie? Ben non, parce que pour le coup, je trouve que c'est ce qu'il y a d'assez sympa sur les Austin Powers, c'est qu'il y a une vraie évolution un peu scénaristique avec un plot de méchant, avec, il y a une volonté. C'est pas un film à sketch, pour le coup. Il y a un scénar derrière, il y a une volonté d'avancer. Après, je comprends l'aspect un peu comédie et tout est autour de lui, quoi, c'est ça que je veux dire. Alors tout est autour de lui, tout à fait, et c'est assez intéressant parce qu'il me semble qu'il est il est d'origine anglaise, donc c'est pas complètement décorrélé de lui, ce personnage qu'il crée, non? Non, bah, tout à fait. Enfin, il va en fait faire référence à ses propres références dans ce film. Il rend hommage à plein de choses, notamment, c'est un hommage assez nostalgique à toute la culture pop des années 60, à ce qu'on va appeler en Angleterre le swinging London, donc capitale de la mode, de la pop culture. Et puis, on va avoir... il y a les Beatles, il y a les mini-jupes, il y a la libération sexuelle. Et ça, c'est assez marrant dans le film où il fait la comparaison où les années 60, c'est la libération sexuelle. Et en fait, dans les années 90, on a l'impression que tout s'est refermé et il faut de nouveau avoir une sexualité bien rangée. Mais en fait, il est un peu en train de nous dire, finalement, c'était mieux avant, alors qu'il n'a pas spécialement vécu dans les années 60, Mike Myers. Mais c'est des références que je suis pas sûre qu'on ait besoin d'avoir vécu dans une époque pour en être nostalgique. C'est vrai, c'est justement quand il n'a pas vécu que tu es nostalgique. Moi, à cette époque-là, j'étais aussi très nostalgique. Non. À cette époque-là, en 97-2000, j'étais très nostalgique des années 60. Et c'est vrai que là, on a des années 60 qui sont un peu idéalisées parce que il a vu tourné en studio. Et parce que tourné en studio. Nickel. Ouais, je viens faire un petit point parce que moi là, j'y suis dans les années 60. Et franchement, c'est vachement mieux. Hein. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu. Film d'hommage, un petit peu comme Ready Player One. C'est dommage. Ouais, non. Ah non, des hommages, un petit peu comme Ready Player One qui reprend plein de références, sauf que là, c'est drôle en fait, quoi, tu vois. Oui, c'est sous le prétexte de la comédie, vous le savez. Bien sûr. Moi, je trouve qu'il y a plein de petits détails et de petits clins d'œil à James Bond, on l'a dit, mais dont la pilosité de Sean Connery, par exemple. Oui, et par exemple les références à James Bond, moi, ça me fait rire. Il y a la scène où le fils dit au père « Mais papa, si tu veux le tuer, mets-lui une balle dans la tête. Pourquoi t'as un plan ultra compliqué avec des requins, des trucs, etc. » Et ça, c'est la vérité dans tous les films d'espions ou de super-héros. Si le méchant tirer juste une balle dans la tête du héros, il y en aurait beaucoup qui auraient mal fini quand même. Sans faire de discours, s'il te plaît. Et sans discours aussi, parce que le discours, c'est toujours assez dangereux en vrai. Non, il y a plein d'autres références. On a cité la scène au début où il y a Mike Myers qui court, il y a plein de fans derrière lui. Ça, c'est tiré du film des Beatles, où les Beatles se font courser, et c'est un peu la même esthétique avec toutes ces couleurs chatoyantes. Et toutes ces fans qui le poursuivent en plus. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un sex symbole. Il y a une autre référence assez drôle. Pour les cinéphiles. Pour les cinéphiles, il faut l'avoir vu. C'est
la référence aux filles qui balancent des rafales avec leur soutien-gorge. Ah, je sais pas celle-là. T'as bien aimé, toi, celle-ci. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça, c'est un film de Elio Petri qui s'appelle La 10e victime. Et ça c'est un espèce de Hunger Games de l'époque, tu vois. Moi, je pensais plus à Blow Up, mais Blow Up vas-y. aussi, ouais. Blow Up parce qu'il est photographe tout le long du film. Et en plus, c'est vrai qu'on retrouve un peu la même esthétique. C'est une référence pour Mike Myers, Blow Up, dans l'imagerie des années 60. Et c'est vrai que ça se retrouve vachement. Bah, peut-être qu'on peut aussi parler de quelqu'un d'autre qui a un peu, alors pas eu la même carrière que Mike Myers, mais Peter Sellers, qui est aussi un acteur britannique, mais lui des années 60, et qui avait ce côté transformiste, qui aimait se déguiser, qui a aimé incarner plein de personnages différents. Dans le Docteur Folamour, il incarne 3 personnages différents. Il a fait des sketchs des Monty Python, donc il y a quelque chose, il s'inspire aussi, et c'est aussi un hommage à Peter Sellers, Austin Powers. Ouais. Merci beaucoup, Sarah. Il me semble que notre super vilain a quelque chose à nous raconter sur les super vilains, peut-être. Hein. Antoine ? Veuillez déclencher le plan Zyklon. Alors, dans le film Austin Powers, les références directes à James Bond font légion. D'abord, le Docteur d'Enfer, son apparence, c'est Ernst Stavro Blofeld qui apparaît dans beaucoup de James Bond, mais l'apparence rappelle surtout celui de On ne vit que 2 fois. Le chat blanc Angora, la veste Colmao, le fauteuil du méchant. Bon, c'est beaucoup de codes aussi qui rappellent Dr No. Numéro 2, c'est Emilio Largo d'Opération Tonnerre. Frau Farbissina, c'est inspiré à la fois de Rosa Klebb dans Bon baiser de Russie et d'Irma Bunt dans Au service de Sa Majesté. Et enfin, le bel hommage évident à Hot Job dans Goldfinger qui lance son chapeau, et là en l'occurrence lance sa chaussure, c'est très drôle. Et pour la petite anecdote, l'acteur qui interprète la parodie dans Austin Powers a pris 25 ans de tôle. Voilà, à toutes. Alors, il a tout à fait raison, puisqu'il a été accusé d'un, il me semble, de meurtre, barbarie, viol. Ah ouais, quand même. Sympa. Et il a également, 3 mois plus tard, tué son compagnon de cellule, il me semble, après avoir été incarcéré. Voilà. Sombre histoire, sombre histoire. Peut-être qu'on peut parler un peu de parodie au cinéma. Pourquoi faire une parodie? Quel en est, non pas l'intérêt, mais la fonction peut-être? On peut parler déjà de la parodie hors cinéma qui souvent elle va servir plutôt à critiquer, à se moquer, à mettre le doigt là où ça fait mal. Donc nous, en France, on a quand même des exemples cultes. On a les Guignols de l'info, on a Groland. Le Bébête Show, faut pas oublier le Bébête Show. Ah, le Bébête Show, monsieur, le Bébête Show. Et donc, voilà. Je pense qu'il y a la moitié des personnes qui vont voir connaissent pas le Bébête Show. Mais c'était drôle, le Bébête Show. Et on a aussi quelques exemples de films qui vont parodier des faits de l'histoire. Et on pense notamment, on en a parlé récemment dans un film Un After, au dictateur de Charlie Chaplin, par exemple. Ouais. Après, c'est vrai que c'est facile de faire un film humoristique en reprenant une base. Là, on a James Bond. Facile, non, mais pas facile, mais disons... Vas-y, non, c'est pas ça que je veux dire. Je dis que c'est... Alors, c'est courant. C'est courant. C'est courant, je préfère que tu utilises ce mot. Voilà, c'est courant, on se moque un petit peu du film, on reprend les codes, mais d'une certaine manière, on s'en moque jamais vraiment parce qu'on rend toujours un petit peu hommage à ce film-là. On a plein d'exemples. Je sais, Julie, que tu adores Hot Shots. J'adore Hot Shots. Je sais, Sarah, que tu adores Scary Movie. Oui, non mais Scary Movie, j'ai essayé de reprendre pour voir un peu la liste des films que ça parodiait ou auxquels ça rendait hommage, mais en fait, c'est une liste comme ça. Il y a Scream, Sixième Sens, Souviens-toi l'été dernier, Matrix, Shining, enfin c'est interminable. On remarque quand même que les films parodiques reposent souvent sur des films qui ont des codes de genre qui sont très fortes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a énormément de parodies de films d'espions. Michael, peut-être que tu veux intervenir là-dessus. Non. non, pour moi, non, je vais faire une référence parodie. Pour moi, la meilleure parodie de tous les temps, c'est Paul Prébois qui fait Michael Jackson. C'est vrai, elle est fabuleuse, je te rejoins là-dessus. Alors Greg, peut-être que toi, tu peux nous parler de la parodie de films d'espions. Déjà, attends, juste avant, il faut dire aussi qu'il y a un genre de parodie qui s'est beaucoup fait, c'est le film pornographique. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'idées, on va prendre un film, on va l'adapter et on va faire un porno avec. Je suis sûr qu'il y a un porno sur Austin Powers. Bon, c'est sûr et certain. Et t'as pas quelques titres de films à nous donner, non? Non, c'est bien, tu nous donnes des conseils de films parodiques, mais pas de films porno. J'aurais la décence de ne pas vous donner de Très bien. Toi, tu l'as. Antoine ne l'avait pas. Après, les films d'espions, c'est vrai qu'ils ont été beaucoup parodiés. Pourquoi est-ce qu'ils ont été beaucoup parodiés? Parce que c'est toujours des personnages qui sont très flegmatiques,
qui sont charmeurs, qui ont toujours un bon mot, le sens de la répartie, la castagne et tout ça. En fait, ils ont un peu mérité, les agents secrets, d'avoir des films de parodie sur eux, quoi. Oui, et puis on a, c'est ce que je disais, des codes très très forts et des scènes très très fortes. C'est-à-dire qu'on a les gadgets, on va avoir la voiture, on va avoir la mission. Enfin, du coup, ça marche bien. Ça marche très très bien. C'est très facilement identifiable, même quand c'est moins bien fait. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que une des premières de parodies, c'est James Bond qui va parodier James Bond dans le Casino Royale de 1967, pas le récent qu'on connaît. Pas hyper reconnu comme un vrai James Bond. Hein, ouais, mais il est vraiment bizarre. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a Peter Sellers dedans. Il y a une référence directe, vous savez, la scène avec la banquette. Voilà, la banquette qui tourne. Peter Sellers fait ça dans Casino Royale et Mike Myers le refait dans Austin Powers. Si c'est pas une référence complètement directe. Ah, Michael. Ouais, moi je vais vous dire un truc, j'y connais rien. Michael. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voudrais vous dire, moi en parodie, j'y connais rien. Par contre, en référence film porno, pour ceux que ça intéresse, j'en ai pas mal. Merci Mickaël. Très bien. Et en France, alors, les parodies de films d'espions, qu'en est-il, Sarah? C'est facile. OSS 117, bien sûr. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, nous on se dit, OSS 117, on pourrait se dire comme ça parodie James Bond. Déjà, pas du tout, puisque OSS 117, les premiers bouquins, c'est 1949, donc 4 ans avant James Bond. Eh oui, Cocorico. Eh oui, Cocorico. C'est nous. Combien de volumes d'OSS 117? 250, les amis, c'est absolument énorme. Et 6 films non parodiques dans fin des années 50 et années 60. Et ce n'est que par la suite, avec les films interprétés bien sûr par Jean Dujardin, qui sont devenus assez cultes, qu'on va avoir une véritable parodie et un hommage en fait aux années 50 et 60 dans ces films. En fait, James Bond a eu Austin Powers en parodie, et OSS 117 a eu OSS 117 en parodie, c'est ça. C'est 100 fois plus classe, en vrai. On n'a pas changé le nom. C'est 100 fois plus classe. On attend avec curiosité le prochain OSS 117. C'est réalisé cette fois-ci par Bedos, je crois. Par Bedos, oui, Nicolas Bedos. On attend le prochain OSS 117, mais on attend aussi le prochain Austin Powers, qui est en route depuis très longtemps. Alors, c'est très mal engagé. Ouais. C'est même presque plus d'actualité, il me semble. Ça fait longtemps qu'il en parle, Bah oui, mais Michael. On attend, comme vous le dites, on attend le prochain OSS 117, qui devrait être le OSS 118, du coup. Très bien. on va te laisser réfléchir à celle-là pour le coup. Non, en parodie de film d'espion, je voulais ajouter aussi Le Magnifique avec Belmondo, qui reprend les bouquins SAS. Alors dans Le Magnifique, lui il est écrivain et en fait, quand on le regarde, on a ces mêmes trucs, on reprend les mêmes codes de l'agent secret qui est flegmatique, qui balance des bons mots, on l'a déjà dit, mais ça se ressent vraiment dans ce film et c'est pas mal fait, j'aime bien en fait. Et c'est tiré magnifique. C'est tiré d'une série littéraire qu'on connaît, enfin moi que je connaissais pas en fait, qui s'appelle donc SAS, qui a été écrite par Gérard Devilliers. Est-ce que tu as été contente de découvrir SAS? J'ai été ravie, puis surtout quand je vois les pochettes, ça me donne les pochettes c'est mythique. Très envie de le contenu n'est pas plus féministe que les couvertures. Mais j'ai lu que c'était un petit roman de gare, mais qu'en revanche, dans l'écriture, que c'était extrêmement bien référencé, extrêmement bien documenté. Voilà, que c'était pas si nul que ça, que c'était pas si nul. Après, sous l'angle du féminisme, c'est différent. C'est pas une pochette féministe là. On a une femme forte avec un flag. Tout à fait. Tout à fait. Ah, merci les amis, merci les espions, merci. C'est le moment de mettre un avis chiffré sur le film à vos petites fiches cartonnées. La partie notation de Notation Party. Je vous rappelle le principe de la notation. Une note de 0 à 5. Les décimales sont forbidden. Here. Ok. Alors, Greg. J'ai mis 3. J'ai mis 3 simplement. Attention, un 3 de Greg, c'est un 5. Non, j'hésitais entre 2 et 3, mais c'est vrai qu'il y a quand même... On n'a pas parlé, Burt Bacharach qui chante What the world needs now is love, sweet love. Et donc 3, voilà. 3, très bien. Sarah? Alors moi déjà j'ai envie de mettre 5 à cette émission qui devient une émission de karaoké. Et j'adore le karaoké et j'adore chanter parce que j'ai une très belle voix. Et moi j'ai mis 3. Comme Greg, parce que je trouve que bien amusé. Franchement ça fait rire. De temps en temps la blague du pipi qui dure 3 heures, j'avoue, c'est pas forcément accroché, mais il y en a d'autres comme la Macarena où j'ai eu des fous rires très sincères et ça fait beaucoup de bien. Pipi non, Macarena oui. Voilà. Très bien. Michael? Eh ben écoute, déjà je vais vous faire un aveu.
Oula. C'est que... Non, mais j'avais jamais vu Austin Power. Ouais, j'avais jamais vu Austin Power. J'avais un petit peu peur, même si j'aime bien Wayne's World. Et en fait, je trouve que Myers a une capacité à créer et à incarner des personnages qui est assez folle. Je me suis beaucoup marré, même si des fois ça frise un peu avec le lourdingue, surtout avec les AVF d'ailleurs. Mais je lui mets quand même 3. Pardon, si Mickaël trouve ça lourdingue, c'est que vraiment ça l'est. C'est comme le 5 de Greg. On a combien, Mickaël? Pardon, je t'ai interrompu. On est à 3. Très bien, dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est parfait. Merci. Merci, Mickaël. Très bien. Et moi aussi, j'ai mis ma note. Et bien, figurez-vous que pour reprendre les bonnes habitudes, eh bien, j'ai mis 4. L'échec de la Paramount retombe. Non, en vrai, j'adore la licence Austin Power. Je n'ai pas mis 5 car si un jour Goldmember tombe dans cette émission, je me ferai un plaisir, je l'annonce, de lui mettre 5. Je trouve que ça a un petit peu pris un coup, mais c'est quand même très efficace. Et le comique de répétition, le comique qui s'étale sur la durée, moi, c'est des trucs qui me font hurler de rire. Et le Docteur d'Enfer est un des meilleurs persos, je trouve, de la licence. Et vivement Mini-moi. Voilà. Mais ça, c'est dans le 2. Oui, voilà. Ça n'arrive pas tout de suite. Voilà. Alors, merci beaucoup pour vos avis. Mais qu'on dise les villes personnes d'Internet, peut-être qu'elles ne sont pas si villes que ça, Mickaël. Bah écoute, déjà, Internet, ce truc-là, j'avais jamais fait, mais c'est pas mal, écoute. Parce que moi, je viens tout de suite des années 60, hein, comme on le sait. Bah oui, oui. Mais comment t'as fait, du coup, de 1967? Comment tu t'es connecté? Bah ça a été une longue histoire, je te raconterai ça après l'émission. Très bien. Alors, En gros, t'en sais rien, quoi. on commence avec un commentaire 5 étoiles. C'est un mec qui dit « Un film d'espionnage à ne pas louper ». Il l'a regardé très au sérieux. Ensuite, encore un 5 étoiles qui dit « Très drôle, même si je lui préfère le deuxième volet, Mike Myers, après Wayne's World, nous sert un agent secret de Sa Majesté au Chico à faire pâlir une jument. » C'est pas beau, hein. C'est vrai que le 2 est pas mal non plus. Je suis d'accord. Alors, encore un commentaire 5 étoiles. Super drôle. Comment ne pas tomber amoureuse de Mike Myers avec son slip très british et sa moumoute. Ça laisse rêveuse, hein. Oui. Et enfin, on finit avec un commentaire 0 étoile qui dit « Non seulement c'est d'une lourdeur à peine croyable, mais le film nous inflige des comparaisons moralisatrices entre les années 70 et les années 90 en critiquant de façon sous-jacente les premières prétendument trop décontractées au point de vue sexuel. Affligeant. » Merci beaucoup, Mickaël. Voilà qui met fin à cette émission et à ce bon moment passé tous ensemble. Mais avant de rendre l'antenne, Antoine. Au revoir, mes amis. Merci beaucoup, merci Antoine. Pour répondre à nos 3 questions, y aura-t-il des suites aux aventures d'Austin Powers? Bah oui, tout à fait, il y en aura 2. Et Goldmember est vraiment mon préféré, c'est comme vous ne l'aviez pas remarqué. Mike Myers campe-t-il un espion groovy et sexy? Oui, après, même avec ses nouvelles dents, moi, c'est pas trop mon kiff. Et y a-t-il une trappe secrète qui mène à un bassin de requins laser sous cette table? Hélas, non, il fallait choisir niveau budget, c'était les pastilles d'Antoine ou les requins laser. Voilà. Allez, merci à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre film. Bye bye, baby. Groovy.